qu'est-ce que c'est que la blockchain? Comment on peut le vulgariser ça? On peut le vulgariser de manière assez simple en disant que c'est le premier grand point, c'est que on a inventé un système qui permet d'échanger de l'information entre des individus sans passer par l'État, sans passer par un système centralisé. Donc ça, c'est déjà une grande révolution, que de pouvoir faire ça et que de voilà et d'utiliser des ressources distribuées en fait pour arriver à faire ça. Le deuxième point pour la blockchain, c'est cette possibilité vraiment de faire du peer-to-peer, non seulement de cash, d'argent en fait, ou autre. Est-ce que tu peux expliquer peer-to-peer? Peer-to-peer, c'est de personne à personne. C'est j'échange un fichier, ça a été lancé par Napster, ça devait être en 1996. C'était la possibilité d'échanger à l'époque des fichiers de musique de personne à personne. Donc on ne passait plus du tout par des plateformes centralisées pour faire de l'achat. Chacun mettait à disposition l'ordinateur et la mémoire de son ordinateur, et puis on échangeait de personne à personne. Donc on avait une très grosse capacité comme ça de stockage de ces fichiers musicaux ou même de films, et on pouvait les échanger comme ça les uns avec les autres au travers de process, des BitTorrent, enfin d'infrastructures un peu particulières qui permettaient ces échanges-là. Donc la blockchain apporte cet élément-là non seulement pour de l'information financière, pour faire des transferts de fonds, mais en plus de ça, on peut intégrer aussi n'importe quel autre type d'information. Ça peut être des images, ça peut être en effet là aussi des vidéos, mais ça peut être des contrats, ça peut être de multiples choses comme ça. Donc ça, c'est un deuxième élément pour la blockchain. Le troisième élément, c'est un enregistrement permanent de tout ce qui est fait sur une grande base, sur une grande mémoire mondiale. Donc on appelle ça du registre distribué. On enregistre. Alors c'est pas une base de données réelle, ça sert pas à stocker de l'information, mais ça stocke toutes les transactions et tous les échanges qui ont été faits entre les individus. Donc ça donne une valeur probante, une capacité à fournir de la preuve sur le moment où ça s'est passé, ce qui s'est passé exactement, et de quelle personne à quelle personne, en fait, le flux d'informations ou de transactions, en fait, a été réalisé. D'accord. Donc si ça veut dire que si moi je te fais une transaction via la blockchain, et que toi ensuite tu la donnes à ton cousin qui la donne à son cousin, en fait à la fin de la chaîne, le dernier cousin pourra savoir exactement par qui est passée l'information à chaque transaction, et il y aura une traçabilité donc sur chaque transaction par laquelle est passé ce fichier. C'est exactement ça. Il y a comment dire, c'est une sorte d'arbre généalogique des transactions, voilà, Ouais. permanent et qui est fait. Donc déjà pour éliminer une première légende urbaine, quand on disait il y a quelques années que le Bitcoin était la monnaie des hackers et que c'était intraçable, c'est un peu bullshit du coup. Bah, c'est pas bullshit. C'était, enfin, comment dire, ça a été vraiment la monnaie des hackers, la monnaie un peu des mafias, des groupes criminels, tout ce qu'on pourrait appeler la criminalité organisée. C'était en effet 6 à 10% à peu près des utilisations dans les années 1900, non, dans les années 2015, 2016. Quand on regarde les derniers taux, on serait descendu à 0,5, entre 0,5 et 1,5% à peu près, parce qu'il y a cette notion de traçabilité, d'arriver à retrouver, à désanonymiser les Ouais. pseudo-anonymisations qui ont été faites. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire que on n'utilise pas, mais je pense que le téléphone est largement plus utilisé pour faire des transactions, je dirais frauduleuses, que ne l'est le Bitcoin actuellement. Ouais. Ok, très clair. Bon, merci beaucoup. Du coup, on a compris transférer des fichiers en peer-to-peer, donc d'une personne à une autre, d'un point A à un point B, en passant donc par des réseaux de connexion qu'on appelle des blocs. Enfin, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi bloc dans blockchain? Alors bloc parce que on regroupe l'information avant de la valider. À un moment, on fait de multiples transactions comme ça qui vont être opérées. Donc je veux t'envoyer de l'argent avant que ça soit opérant et que ça soit certifié. On rassemble cette information-là, on la compresse, on la chiffre. On utilise des protocoles de chiffrement un peu. C'est des équations mathématiques?
C'est pas des équations, c'est des processus de chiffrement qui permettent de chiffrer, de crypter en fait l'information pour qu'elle ne soit pas décodable, et que si jamais on souhaite comment dire, avoir accès à cette information-là ou là pour la modifier, on est à des efforts absolument colossaux qui soient à faire. Donc à un moment, ça ne vaut pas la peine de casser cette information vu l'intensité énergétique ou de temps ou de moyens en fait qu'il faut mettre en œuvre. Donc une fois qu'on a pris toutes ces informations-là, on a fabriqué un bloc parce qu'on a un peu empilé toutes ces transactions les unes avec les autres, et le mot bloc en fait vient de là. Et à un moment, une fois qu'on a validé ce bloc-là, il se trouve que ce bloc on le relie en fait au bloc suivant, et c'est là où le mot chaîne apparaît, et on a une blockchain parce qu'on a relié ces blocs les uns avec les autres, ce qui rend d'autant plus difficile quand on souhaite modifier un bloc précédent de remonter comme ça petit à petit toute l'information. Et depuis le début du Bitcoin, on doit être à 500 ou 600 000 blocs comme ça qui se succèdent et qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc ça fait plus on avance et plus on a une sorte d'histoire immutable en fait qui avec des pelures, un peu comme des pelures d'oignons pour prendre l'image de Thor, un peu comme des pelures d'oignons comme ça qui se rajoutent petit à petit à l'énorme masse d'informations déjà présentes. Ouais. D'accord. Très intéressant. Bon, en tout cas, moi, ça me permet de très bien comprendre. La blockchain 1.0, c'est le Bitcoin? Le blockchain, ouais, le 1.0, c'est le Bitcoin, même si le mot blockchain n'est pas utilisé à ce moment-là. Le mot blockchain, quand on parle avec des bitcoiners, vraiment ceux qui ont fait partie du groupe, qui ont échangé avec les cypherpunks ou Satoshi Nakamoto ou le groupe qui est constitué. Oui. Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du Bitcoin, c'est ça? Qui est le pseudonyme que se sont donné le créateur ou les créateurs du Bitcoin. Donc, il y a de fortes chances que ce soit Nick Szabo, en fait, qui soit Satoshi Nakamoto à 80, allez, je tenterai un 98-99%. Mais à l'époque, il ne parlait pas de blockchain. Enfin, dans la littérature, le mot blockchain est apparu plutôt avec Ethereum vers 2015, début 2016. Ok, et c'est qui ce Nick Szabo? Nick Szabo, c'est quelqu'un qui a pas mal œuvré, qui avait créé une société qui s'appelait BitGold dès les années 2000-2005 à peu près, et qui réfléchissait à des systèmes de peer-to-peer comme ça, c'est-à-dire que à l'époque, il y avait déjà eu des échanges pour de la musique, il y avait des échanges pour des films, et à un moment, il a essayé de mettre en place un système qui s'affranchissait de tout le système fédéral américain pour faire des échanges d'argent. Donc il y avait déjà une pensée de peer-to-peer cash system qu'il avait mis en œuvre au travers de la société BitGold. Donc bon, il y a des proximités comme ça quand même assez fortes par rapport à tout ce qui s'est passé en 2008 quand le white paper a été fait.